Le mardi 11 février 1997, c'est le dernier soir du carnaval dans la ville du Portel, dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est une tradition importante pour les habitants et tous se préparent à célébrer cet événement dans la danse, la joie, les rires et la bonne humeur. C'est le cas des sœurs Peggy et Amélie Merlin, 20 ans et 17 ans, et Isabelle et Audrey Ruffin, 20 ans et 17 ans également. Comme tout le monde, elles se sont déguisées pour cette dernière soirée de carnaval. Peggy sera en marquise, Amélie en Pierrot, Isabelle en indienne et la jeune Audrey en mousquetaire rouge. Mais leurs mamans, avec lesquelles elles sont très proches, le leur ont dit. Il faut faire attention. Il y a une foule incroyable à ce carnaval, de l'alcool, peut-être des drogues. C'est un environnement potentiellement dangereux pour une jeune fille. Les 4 amies acceptent, elles promettent qu'elles resteront toujours ensemble et qu'elles feront très attention. Elles n'ont aucune raison de mentir. Ce sont toutes des filles très sérieuses, extrêmement proches de leur maman. Peggy et Amélie sont orphelines de père, ce qui les a d'autant plus soudées. Et Isabelle et Audrey, elles, sont orphelines tout court. Elles vivent avec leur mère adoptive, de qui elles sont très proches, surtout Audrey, la plus jeune. Mais bon, assez parlé, maintenant il est l'heure de s'amuser. En plus, ce sera une première pour Isabelle et Audrey, qui sont arrivées dans la région il y a seulement 5 mois. Et les 4 jeunes filles partent gaiement pour une soirée inoubliable, sans aucune inquiétude, après tout, que pourrait-il leur arriver ? La soirée se déroule de cette manière. D'abord, c'est la tournée des bars au Portel. Les jeunes se retrouvent, ils boivent des coups dans tous les bars sur la grande place du village. Ensuite, on se retrouve sur la plage pour la cérémonie du brûlé où les carnavaleux embrasent un grand pantin de paille. Et enfin, tout le monde fait le trajet pour se rendre à Équien, un village à 3 km au sud. Les carnavaleux y vont à pied ou en voiture pour le bal d'Équien. C'est la dernière étape pour clôturer ce carnaval, faire la fête sur la plage jusqu'au petit matin. Les 4 jeunes filles commencent donc, comme tout le monde, par la tournée des bars au Portel, mais rapidement, les amis qui sont avec elles vont perdre leurs traces. Comme beaucoup de groupes d'amis présents d'ailleurs. Parce que si vous voulez, il fait nuit, il y a de la musique, les gens boivent, tout le monde est déguisé, donc peu reconnaissable. C'est le genre de soirée où on croise un ami, on le perd de vue, on le revoit après, puis on en croise un autre, et au final, tout est assez flou. Ce que l'on sait, en tout cas, c'est que Virginie, qui est la 3e sœur plus âgée d'Isabelle et Audrey, et qui était présente avec elles au carnaval, à un moment va les quitter. Parce qu'elle se sent fatiguée, elle va rentrer à la maison et laisser les 4 jeunes filles entre elles au carnaval. Après ça, ma foi, la fête bat son plein. Les jeunes s'amusent et dansent. On ne sait jamais vraiment avec qui on danse d'ailleurs ou avec qui on parle, puisque la plupart portent des masques. On fait des rencontres, on se laisse porter par la fête jusqu'au petit matin où le carnaval s'achève sur la plage d'Équien. Réveil difficile pour beaucoup, une nuit compliquée pour les forces de l'ordre qui ont eu à intervenir pour quelques bagarres ou autres, mais globalement, tout le monde a passé une bonne soirée et la maman de Peggy et Amélie, qui leur avait donné rendez-vous la veille sur la grande plage d'Équien pour prendre le petit déjeuner, les attend. Elle attend donc la marquise, le Pierrot, l'indienne, le petit mousquetaire rouge, mais il est 8h du matin, 9h, 10h, 11h, et les 4 jeunes filles ne sont pas là. Elle va rapidement appeler la mère d'Isabelle et Audrey pour lui demander si les 4 filles sont chez elle. Peut-être ont-elles dormi chez elle, on ne sait pas, mais la réponse est non. La maman cherche des informations, elle contacte des amis des jeunes filles qui étaient avec elle lors du carnaval pour leur demander comment s'est passée la soirée et où pourraient être les 4 jeunes filles. Et là, elle se rend compte que les réponses sont très vagues. Elles ont été vues sans être vues. Brièvement à la tournée des bars au Portel, mais rapidement, au cours de leur soirée, on perd leurs traces. Elles semblent s'être volatilisées. Les heures continuent à défiler jusqu'à l'après-midi et jusqu'au soir, où les jeunes filles de 17 à 20 ans ne sont toujours pas revenues, et là les 2 mamans n'ont pas d'autre choix que de se rendre au commissariat dans la soirée pour signaler leur disparition. Qu'est-il arrivé lors de cette soirée du carnaval du 11 février 1997 ? Où sont Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey ? Est-ce qu'elles ont eu un accident ? Est-ce qu'elles ont fugué ou ont-elles fait une mauvaise rencontre ? Pour l'instant, c'est les 3 thèses qui semblent les plus probables. Dans cette soirée où tout le monde est masqué, où certains cachent leur identité, quelqu'un a-t-il quelque chose à se reprocher ? Une chose est sûre, les gendarmes vont devoir enquêter. Les amis, c'est parti pour un voyage dans l'horreur.
Joyeux Noël à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez eu des cadeaux, que vous mangez de bons repas, mais surtout que vous profitez de vos proches, parce que les amis, c'est ça le plus important, croyez-moi. Je pense d'ailleurs à tous ceux qui sont seuls en cette période de Noël et ces fêtes de fin d'année, parce qu'il y en a beaucoup plus que ce que l'on pense. Et moi, je suis avec vous le temps d'une vidéo. C'est mieux que rien, même si je vais pas vous mentir, au niveau de l'ambiance, voilà. On va se calmer un peu, on va descendre d'un cran parce que là, sur l'échelle de l'horreur, on est assez élevé. La première fois que j'ai entendu parler de cette affaire, je me souviens, c'était dans l'avion. J'avais téléchargé des documentaires et la fin du vol s'est un peu mal passé. J'étais un peu traumatisé. Donc avant de vous traumatiser à votre tour, et oui, c'est mon cadeau de Noël, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Désolé de devoir le répéter, mais le futur de la chaîne en dépend. Comme ça, vous recevez toutes les vidéos et activez la cloche également. Là, vous êtes sûr de recevoir les vidéos parce que je sais qu'il y en a qui me disent qu'ils ne les reçoivent pas toujours. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche, très important. Et je tiens à remercier Mad qui nous a fait une nouvelle intro qui est très jolie, ainsi qu'une nouvelle bannière. Mad, c'est une illustratrice qui est très sympa, qui fait vraiment du bon boulot. Donc n'hésitez pas à aller voir son profil Instagram que je vous mets dans la description. Elle le mérite, croyez-moi. Allez checker ce qu'elle fait. Et j'en profite aussi pour remercier mon ami Alex qui nous fait toutes les miniatures. C'est deux personnes qui travaillent avec nous pour la chaîne et qui sont très talentueuses. Entourez-vous de gens talentueux pour réussir, les amis. C'est très important et je suis très content d'avoir ces deux personnes avec moi. Et maintenant, qu'est-il arrivé à Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey? L'enquête commence. Donc les deux mamans des 4 disparus se rendent au commissariat dans la soirée. Elles sont très inquiètes, bien sûr, mais le problème, c'est que ce n'est pas vraiment le cas du policier qui les accueille. En effet, celui-ci pense plus à une fugue, surtout qu'il se dit que 4 filles qui disparaissent, c'est quand même beaucoup moins inquiétant qu'une seule, parce qu'on se dit que 4 filles quand même, pour les enlever, pour les séquestrer ou je ne sais quoi, c'est relativement compliqué. Donc le policier n'est pas inquiet du tout. Et puis c'est vrai qu'elles n'ont disparu que depuis 24 heures, donc pour l'instant, pas de raison de s'inquiéter. Le policier fait tout de même passer l'information au commissariat de la région. Et là, les deux mamans se retrouvent dans une situation terrible, j'ose même pas imaginer, parce que leur instinct de mère, à mon avis, leur fait sentir qu'il s'est passé quelque chose de grave, mais elles font face à un policier et une police en général qui ne prend pas la chose au sérieux du tout. Donc, elles ne vont pas avoir d'autre choix que de commencer à enquêter elles-mêmes. Le lendemain matin, jeudi 13 février, 36 heures après la disparition, les filles ne sont toujours pas revenues et les mamans et les proches se mettent à chercher dans la région, aux alentours, les squats et les maisons abandonnées, parce que peut-être qu'elles y sont séquestrées, les tunnels désaffectés, les plages, les moindres recoins, ils essaient de tout retourner, et également les bars du Portel, parce que souvenez-vous que ce carnaval commence par la tournée des bars, et ils vont essayer de recueillir des témoignages et des informations. Et dans un des bars, ils vont tomber sur une personne qui va leur montrer une photo d'Audrey, 17 ans, qui était déguisée en mousquetaire rouge. C'est une photo qui a été prise entre 23h et minuit, apparemment la dernière fois qu'on a vu les 4 filles. Parce que l'on va se rendre compte qu'elles ont été vues à la tournée des bars, au Portel, ça c'est une certitude, il y a pas mal de témoignages. Elles ont été vues également un petit peu à la cérémonie du brûlé sur la plage, mais par contre, au bal d'Équien, à 3 km, là où est censée se poursuivre la fête, personne. Personne ne les a vues. C'est comme si elles s'étaient volatilisées entre le Portel et Équien. Une distance de 3 km sépare ces deux villages, l'inquiétude grandit. Que leur est-il arrivé? Les proches vont coller des affiches partout dans les villages aux alentours en espérant le moindre renseignement possible. Et le vendredi 14 février, 3 jours après la disparition, un homme va appeler la maman d'Isabelle et Audrey Ruffin. Cet homme souhaite faire part d'une situation étrange qu'il a vécue au carnaval le soir du 11 février. Il était dans un parc public, sur un banc, assis avec sa copine. Et ils ont senti tout d'un coup que 2 personnes les observaient derrière un arbre. Donc là, forcément, ils ont trouvé ça bizarre, ils ont eu peur, ils se sont levés et ils ont commencé à marcher pour partir. Et là, ils se sont rendus compte que ces 2 personnes les suivaient. Ils se sont mis à marcher de plus en plus vite, limite à courir, jusqu'à finalement réussir à semer ces 2 personnes. Puis quelques minutes après,
une camionnette blanche à bande verte est passée devant eux. À l'avant, il y avait 2 hommes. Les hommes ont regardé le couple, puis ils ont accéléré et sont partis avec leur camionnette. Bien sûr, cela va intriguer les mamans et les proches, mais pour l'instant, on ne peut rien tirer de plus de ce témoignage. Ce n'est qu'une énième scène étrange qui s'est déroulée un soir, certes lors du carnaval, mais bon, on ne peut pas vraiment tirer plus d'éléments. Le week-end arrive, cela fait maintenant 5 jours que les filles ont disparu et la presse locale diffuse un avis de recherche. Et là, une nouvelle fois, certains font mention de cette camionnette blanche à bande verte qui aurait traîné de manière étrange autour des bars du Portel le soir du carnaval. Mais il n'y a toujours pas de preuves concrètes, il n'y a pas de plaque d'immatriculation, la police n'en a que faire, pour l'instant ça veut rien dire. Le lundi 17 février, ça fait 6 jours. La police commence enfin à s'alarmer, un avis de recherche national est lancé, et là, ça ne va pas du tout aider l'enquête, au contraire, parce que déjà que la police est obsédée par la thèse de la fugue, eh bien, de nombreux signalements vont être faits à travers toute la France. Les 4 jeunes filles auraient été vues au cours de la semaine à Fréjus, Toulon, Lens et j'en passe, avec leur déguisement, et la localisation des derniers signalements laisserait penser qu'elles sont en train de remonter dans le nord. Les policiers exploitent les caméras de surveillance, parlent de ces informations aux proches qui trouvent ça ridicule. Comment est-ce que 4 filles qui sont très sérieuses, qui n'auraient jamais fugué, rien que ça n'a aucun sens, mais bon, soit, fugueraient avec leur déguisement de carnaval pour traverser la France à pied et finalement revenir. Ça n'a absolument aucun sens et la famille n'y croit pas du tout. Lorsque les policiers exploitent les caméras de surveillance des endroits où elles auraient été vues, ça ne donne strictement rien. Mais à travers tout ce ridicule, le lundi 17 février, un élément très important va être apporté, puisqu'une femme qui souhaite rester anonyme va appeler la famille des 4 disparus. C'est au sujet de cette camionnette blanche à bande verte. Elle sait à qui elle appartient. Cette camionnette appartient aux frères Jourdain. Ce sont des gens extrêmement dangereux, déjà condamnés par la justice. Ils habitent rue du Stade à Dan. Les proches des 4 jeunes filles qui n'ont aucune autre piste, eh bien n'ont pas le choix, ils vont se rendre rue du Stade à Dan pour voir ces frères Jourdain, voir leur camionnette, pensant peut-être que les jeunes filles sont séquestrées dans leur maison, même s'il n'y a aucune preuve. Selon cette femme souhaitant rester anonyme, les Jourdain sont capables du pire, donc pourquoi pas, ils se rendent à Dan, à l'adresse donnée. Ils arrivent devant la maison de ces mystérieux frères, et là, c'est l'horreur. Un taudis. Même pire qu'un taudis, un bidonville. La maison pourrait s'écrouler d'ici 10 minutes, que ça ne choquerait personne, tellement elle est en mauvais état. Et encore, ils n'ont pas encore vu l'intérieur, c'est ce qu'on va découvrir après. Sur leur terrain, il y a de la ferraille partout, des machines à laver, des machines d'électroménager, parce que les Jourdain sont ferrailleurs, donc ils récupèrent plusieurs composants de ce genre de machines. Donc les proches attendent devant ce bidonville plusieurs heures, pensant peut-être qu'une des filles va sortir de la maison ou qu'un des frères Jourdain va sortir avec une des filles, même s'il n'y a absolument aucune preuve, il n'y a que ça comme piste, donc ils n'ont pas le choix, il reste quelques heures, mais ils sont obligés de se rendre à l'évidence, il ne se passe rien, il n'y a rien à voir, ils décident finalement de partir, mais demandent tout de même aux enquêteurs, ils les supplient quasiment d'enquêter sur ces mystérieux frères Jourdain. Et dans la foulée, un homme se rend au commissariat, il a des informations à donner, c'est au sujet de cette camionnette blanche à bande verte qui a été signalée par plusieurs témoins, parce que c'est lui qui l'a vendue aux frères Jourdain il y a à peine quelques semaines. Il donne donc l'immatriculation et là, la police découvre qui sont réellement les frères Jourdain et surtout ce qu'ils ont fait. Jean-Michel Jourdain, 35 ans, et son frère Jean-Louis Jourdain, 38 ans. Les deux sont ferrailleurs, illettrés et ont un passé criminel hors du commun. Jean-Louis, le plus âgé, est condamné pour attentat à la pudeur en 1986-1987 et il prend 10 ans de prison pour viol en 1989. Pendant ces années-là, avant qu'il aille en prison, un homme masqué terrorise les femmes du village de Dan la nuit en essayant de les violer. Dès qu'il va en prison en 1989, tous ces faits s'arrêtent.
Lors de son premier procès, il est décrit comme stupide, il a une intelligence réellement très nettement inférieure à la moyenne, pervers et bestial. Vous allez me dire qu'on est déjà pas mal dans la violence, eh bien j'ai mieux parce que je vous présente Jean-Michel Jourdain, 35 ans, il pèse 110 kilos, c'est une espèce de colosse, il est marié et a 3 enfants. En 1918, alors qu'il n'a que 15 ans, il commet un attentat à la pudeur sur une fille de 13 ans. En 1986, il est condamné pour coups et blessures lorsqu'il tire à la carabine sur son propre père. Et en 1989, il prend 15 ans de prison pour meurtre sur une fille de 19 ans. Il va expliquer qu'il était amoureux d'elle mais qu'elle ne voulait pas de lui. Il va la tuer en l'étranglant d'une seule main. Jean-Michel, comme son frère, est décrit comme stupide, un peu moins, certes, que Jean-Louis, pervers, bestial, et surtout, à l'inverse de son frère, il est machiavélique et vicieux, c'est lui, le chef de famille. Et là, les policiers rencontrent le maire de Dan, qui a eu affaire aux Jourdain depuis une quinzaine d'années. Il leur dit que c'est un enfer. Dès que les Jourdain sortent de prison, tout le monde ferme bien sa porte à clé. Rien que leur maison, le taudis que c'est. Le maire leur a proposé plusieurs fois un autre terrain plus grand hors de la ville, mais les Jourdain refusent. Et ce même maire avait alerté plusieurs fois la police et les services sociaux aussi, parce que vous allez voir qu'il y a des enfants qui vivent dans la maison des Jourdain pour faire quelque chose, parce qu'il a peur qu'un jour le village fasse la une des journaux. Malgré le fait qu'il n'ait pas de preuves, les enquêteurs interpellent les Jourdain à leur domicile le jeudi 20 février pour les placer en garde à vue. Ils arrivent chez eux et là, c'est l'horreur. Il y a des excréments par terre, des emballages, des sacs poubelles, de je ne sais quoi, des vêtements sales dans tous les sens. C'est réellement un bidonville de l'extérieur et de l'intérieur. Et le pire, c'est qu'il y a des enfants qui vivent là-dedans. Il y a les enfants de Jean-Michel Jourdain et un journaliste qui était présent lors de leur arrestation dans la maison va raconter que un des enfants qui est allongé sur un canapé au milieu des excréments des animaux en tout genre, il a un teint tellement blanc qu'on dirait qu'il est mort. Et le journaliste va faire un bruit pour que l'enfant fasse un signe pour qu'il lui prouve qu'il n'est pas mort. C'est pour vous dire l'ambiance malsaine qui règne dans cette maison. Les Jourdain sont arrêtés, plusieurs habitants de Dan s'expriment à leur sujet, leur père est alcoolique, toute la famille est alcoolique en fait, donc ils se battent tout le temps, comme Jean-Michel qui tire à la carabine sur son père. Il y a une autre rumeur encore plus malsaine, c'est leur mère qui ne les a pas reconnus. Ces deux fils, ils vivent avec elle, mais la maman ne les a pas reconnus officiellement. Apparemment, elle serait incestueuse. Et autre élément important, la camionnette blanche à bande verte qui est retrouvée chez les Jourdain, eh bien, a été repeinte. Donc les enquêteurs sortent de cet enfer, ils amènent les Jourdain au commissariat, mais la vérité, c'est qu'ils n'ont aucune preuve, ils n'ont rien. Ils n'ont aucun élément contre les Jourdain, à part une intuition, des agissements étranges lors du carnaval et leur passé criminel qui fait froid dans le dos. Mais ce qui rend la chose possible, c'est qu'ils sont deux. Et que les 4 filles, on imagine mal une seule personne les enlever ou leur faire du mal, mais 2 personnes, ça devient possible, et surtout 2 frères Jourdain, 2 colosses comme ça devient réellement possible. Pendant la garde à vue, Jean-Michel est un mur, il n'a pas vraiment d'émotion, il réagit pas à ce que lui disent les enquêteurs. A l'inverse, Jean-Louis est plus sensible, il est plus malléable, on sent que si les Jourdain ont quelque chose à se reprocher et qu'il y a quelque chose à avouer, c'est sur Jean-Louis qu'il faudra compter. Et là, les 2 frères, lorsqu'on leur demande ce qu'ils ont fait le soir du 11 février, eh bien ils disent qu'ils n'étaient pas au carnaval, non, ils étaient chez eux, et là ils récitent le programme télé appris grossièrement par cœur devant les enquêteurs. C'est un moment où l'enquête va basculer parce que les gendarmes, en entendant ces 2 éléments, savent que les Jourdain ont quelque chose à se reprocher. Ils disent ne jamais être allés au carnaval. Il y a je ne sais combien de témoignages les ayant vus au carnaval, donc on sait que c'est faux. Et surtout, la façon dont ils récitent le programme télé appris par cœur comme un élève de 6e qui vient d'apprendre sa poésie, c'est juste ridicule et ça montre bien que les Jourdain ont quelque chose à cacher. Jean-Michel est imperturbable, mais les enquêteurs mettent la pression sur Jean-Louis.
Il lui demande à plusieurs reprises « Qu'avez-vous fait au carnaval? Est-ce que vous avez vu les 4 jeunes filles ?» Ils lui mettent vraiment la pression jusqu'à ce qu'ils apprennent que les frères Jourdain ont eu une petite sœur qui est décédée très jeune et ils vont jouer sur cet élément pour tenter de faire craquer Jean-Louis Jourdain. Ils vont lui dire qu'ils doivent retrouver les 4 jeunes filles pour qu'elles aillent au ciel comme sa petite sœur. Et là on sent que Jean-Louis ne tient plus. Il tremble, il tourne de l'œil, il n'ose pas regarder les enquêteurs dans les yeux. Les questions se poursuivent. Qu'avez-vous fait à ces jeunes filles? Est-ce que vous les avez vues? Où est-ce qu'elles sont? Jean-Louis Jourdain, finalement, va céder. Il prend la parole à un moment. Il va répondre aux enquêteurs. On ne peut plus rien faire pour elles. Elles sont sur la plage à Sainte-Cécile. Les enquêteurs lui demandent s'il peut nous conduire à cet endroit sur la plage à Sainte-Cécile qui est environ à 25 km du Portel. Jean-Louis répond oui. Jean-Louis Jourdain nous conduit au-dessus d'un blocos ou d'une casemate. C'est un ouvrage militaire qui date de la Seconde Guerre mondiale où les soldats s'abritaient sur la plage à Sainte-Cécile. Il va pointer du doigt un endroit précis. Alors là, les gendarmes qui ont certes amené des pelles vont commencer à creuser, mais ils n'y croient pas vraiment, parce que Jean-Louis est assez détaché quand même. Il joue avec un chien et il est tellement débile qu'on se dit que même s'il a fait quelque chose, il pourrait même pas se rappeler de l'endroit où les jeunes filles pourraient être. Mais les gendarmes creusent 10 cm, 20 cm, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90... jusqu'à apercevoir un bout de manche en tissu rouge. On creuse un peu plus, encore et encore, jusqu'à apercevoir un peu plus de tissu et enfin apercevoir un corps. Il s'agit d'Audrey Ruffin, 17 ans, qui était déguisée en mousquetaire rouge. Mais ce n'est pas tout parce que sous Audrey, il y a Amélie Merlin, qui était déguisée en Pierrot. Sous Amélie, il y a sa sœur Peggy, en marquise. Et sous Peggy, il y a Isabelle, qui était déguisée en indienne. Toutes ont été assassinées. Isabelle est la première à avoir été jetée dans la fosse. Elle a été battue et est morte, étranglée. En revanche, c'est la seule à ne pas avoir subi de violences sexuelles. Peggy Merlin, la deuxième à avoir été jetée dans la fosse, a subi de grosses violences sexuelles. Elle a du sable dans l'œsophage et dans l'estomac, ce qui montre qu'elle a été enterrée vivante ou agonisante. Amélie Merlin, de nombreuses violences, qu'elles soient sexuelles ou des coups, tout simplement. Pareil, elle est morte étranglée. Et la jeune Audrey Ruffin, c'est peut-être celle qui a subi le plus de sévices, de lourdes violences sexuelles, des coups dans tous les sens. Et comme toutes les autres, elle est morte étranglée. Les frères Jourdain sont mis en examen immédiatement. Et là, pour les habitants des villages aux alentours, c'est l'incompréhension et c'est la rage. Les mecs pètent un câble, ils ne comprennent pas, parce qu'ils apprennent le passé des frères Jourdain, la presse va révéler qui ils étaient, et les gens se disent, mais comment est-ce qu'on a pu estimer que ces deux personnes ne représentaient pas un danger pour la société? Comment on s'est dit que laisser ces deux monstres comme ça, dans la nature, n'allait pas poser de problème? Donc il y a des manifestations, il y a des marches blanches, et figurez-vous que le taudis, le bidonville des frères Jourdain, leur maison et leur terrain, va subir un incendie criminel, vraisemblablement causé par peut-être des proches de la famille ou des gens qui voulaient faire disparaître tout simplement les deux monstres que sont les frères Jourdain. Mais malheureusement, les gens ne sont pas au bout de leur surprise et on n'est pas arrivé au bout de l'horreur parce que maintenant, le travail des enquêteurs, ça va être de comprendre ce qui s'est réellement passé lors de cette soirée du 11 février. Alors les deux frères s'accusent mutuellement. Jean-Michel explique qu'ils ont pris les filles en stop, qu'elles étaient de bonne humeur et joyeuses, et qu'ils les ont amenées dans le blocos sur la plage à Sainte-Cécile pour parler et faire la fête. D'accord ? Jean-Michel avait oublié la clé sur le contact de sa camionnette, donc il serait parti et il aurait laissé son frère Jean-Louis seul avec les 4 filles. Jean-Michel va fumer une cigarette à sa camionnette, il va s'assoupir, faire une petite sieste, revenir 1 heure après. Lorsqu'il revient,
les 4 filles sont mortes. Jean-Louis les a violées et les a tuées, toutes les 4. Là, il va engueuler son frère Jean-Louis avant finalement de l'aider à les enterrer. Et là, les enquêteurs ont envie de répondre « ben voyons » à Jean-Michel Jourdain parce que les filles auraient suivi 2 parfaits inconnus qui étaient en train de les kidnapper parce qu'elles ne demandaient qu'à aller à Équien. Elles faisaient vraisemblablement du stop pour faire le trajet entre le Portel et Équien. Sauf que là, elles se retrouvent à faire 25 km dans une camionnette de 2 personnes qu'elles ne connaissent pas. Elles sont pas bêtes, elles savent qu'elles sont en train d'être kidnappées. Ensuite, elles auraient attendu dans le blocos de se faire violer et tuer chacun leur tour par une seule personne, Jean-Louis Jourdain, sans que l'une d'entre elles n'ait essayé de s'échapper. Ça n'a absolument aucun sens et maintenant c'est à Jean-Louis Jourdain de donner sa version des faits. Jean-Louis explique qu'ils les ont prises en stop mais qu'elles pleuraient et qu'elles criaient. Elles n'étaient pas du tout d'humeur à faire la fête comme l'explique Jean-Michel Jourdain. Ils sont allés dans le blocos et là Jean-Louis a gardé les 4 filles pendant que Jean-Michel, toutes les 20 minutes, en prenait une. Il montait en haut du blocos, vraisemblablement il l'a violée et l'a tuée et toutes les 20 minutes il redescendait pour en prendre une autre. À la fin, elles étaient toutes décédées et Jean-Louis a aidé son frère à les enterrer. Encore une fois, cela n'a peu de sens parce qu'elles se seraient toutes laissées tuer une par une, d'accord ? Et pendant la reconstitution, cette thèse va être rendue impossible. Parce qu'il faut traverser la plage et des rochers, et sachant qu'elles étaient en costume, c'est quasiment impossible de faire ça la nuit, sous la pluie, dans le froid. Je vous rappelle qu'on est en février dans le Nord-Pas-de-Calais, et si elles l'avaient fait, leur costume aurait des trous, leur costume serait abîmé, ce qui n'est pas le cas. Surtout en suivant comme ça des gens qui viennent de les kidnapper, pour finalement aller attendre leur tour de se faire violer et exécuter, ça n'a absolument aucun sens. Surtout qu'on ne voit rien dans le blocos la nuit, c'est le noir total, donc impossible de garder qui que ce soit. Un autre élément important, c'est qu'on ne va pas retrouver de sable dans les sous-vêtements des jeunes filles, ce qui montre que elles n'ont sûrement pas été violées dans le blocos ou sur la plage, sinon on aurait retrouvé du sable dans leurs sous-vêtements. En revanche, ce que l'on retrouve et qui est assez macabre, c'est de l'ADN entre elles sous leurs ongles. Par exemple, Audrey a de l'ADN d'Isabelle sous ses ongles, Amélie a de l'ADN de Peggy sous ses ongles et inversement, ce qui montre qu'elles se sont agrippées. Parce qu'elles étaient sûrement dans un endroit confiné et qu'elles étaient en train de subir l'horreur. Donc elles étaient blotties les unes aux autres et se sont agrippées tellement fort qu'il y a de l'ADN entre elles sous leurs ongles. On va aussi retrouver une boucle d'oreille appartenant à Audrey Ruffin dans la camionnette des Jourdain qui a pourtant été nettoyée. Cette boucle d'oreille a été arrachée, le fermoir est cassé, elle n'est pas juste tombée. Si vous voulez, quelqu'un l'a arrachée. On la retrouve dans la camionnette. Qu'est-ce que tous ces éléments veulent dire ou que laissent-ils supposer ? Eh bien, que les filles ont été violées et tuées dans un endroit assez petit pour pouvoir les contenir sans qu'elles s'échappent, certainement pas une plage. Et l'endroit le plus propice à ça, c'est la camionnette des Jourdain. Donc, les 4 filles, c'est pour cela qu'elles se seraient agrippées les unes aux autres, qu'on aurait retrouvé la boucle d'oreille d'Audrey. C'est parce que pour les Jourdain, c'est beaucoup plus simple, au final, de faire ça dans leur camionnette parce qu'elles sont enfermées et qu'elles ne peuvent strictement rien faire. C'est pour cela également qu'elles auraient reçu énormément de coups. C'était pour les mettre KO et pour qu'elles ne puissent rien faire. Elles auraient donc été violées sous leurs yeux, entre elles, chacune leur tour, et également dans cette camionnette des Jourdain. J'ai des frissons rien que d'en parler. Je n'ose même pas imaginer ce qui s'est passé. C'est juste l'horreur. Après ça, les Jourdain auraient transporté les corps au-dessus du blocos pour les enterrer. D'ailleurs, on va retrouver 2 canettes de bière à proximité de la fosse. Et là, un enquêteur va dire à Jean-Louis Jourdain, parce qu'il est persuadé que c'est les 2 frères qui se sont bu les canettes de bière pour se récompenser d'avoir creusé pendant 1 heure la tombe des jeunes filles, il va demander à Jean-Louis, elles étaient bien fraîches, les canettes de bière ? La réponse de Jean-Louis, elles étaient tièdes. Des traces de sang
Spermes sont bien sûr retrouvés sur les victimes. Le problème, c'est qu'elles sont inexploitables parce qu'en 1997, il n'y a pas la technologie suffisante, surtout qu'elles sont partielles. En plus, les traces, donc, il n'y a pas la technologie nécessaire pour les identifier. Du coup, on ne saura jamais qui a violé qui tenait qui tuait qui, mais au final, est-ce que c'est vraiment très important de savoir l'ordre, de savoir qui a violé quelle fille? Je pense que les deux frères Jourdain sont coupables à peu près au même niveau. Et quand Jean-Michel apprend que les traces de sperme sont inexploitables, il va changer de version. Il va dire cette fois-ci qu'il n'a jamais vu les 4 jeunes filles. Certes, il prenait des carnavaleux en stop avec son frère pour faire le portel équien, mais les 4 jeunes filles, il les a jamais vues, il sait pas, bref, il se rétracte complètement et c'est la version qu'il va maintenir au procès et durant toutes les années qui vont suivre. Le procès justement, il va avoir lieu le 16 octobre 2000, 3 ans et demi après les faits. Jean-Louis va rien apporter de supplémentaire, il parle un peu plus que son frère parce que Jean-Michel lui il dit rien, c'est un mur. Au final c'est un peu un échec ce procès parce que on n'apprend rien de plus et les Jourdain ne disent rien. Même si vraisemblablement la thèse du viol, enfin des viols et des meurtres dans la camionnette est la plus probable. À la suite du procès, Jean-Michel Jourdain prend perpétuité avec 22 ans de sûreté. Et Jean-Louis Jourdain prend perpétuité assorti de 20 ans de sûreté, c'est 2 ans de moins que son frère. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est lui qui a avoué. Et que sans cet aveu, peut-être que on les aurait jamais retrouvés. Alors je pense qu'on les aurait retrouvés parce qu'à un moment, il y aurait eu des travaux sur cette plage et elle n'était enterrée qu'à même pas 1 mètre. Donc je pense qu'on les aurait retrouvés des années après. Mais si Jean-Louis Jourdain n'avait pas craqué, on les chercherait peut-être encore, ce qui est juste fou. Donc c'est ça qui lui a valu 2 ans de moins de sûreté pour les jurés. En 2019, il s'est passé 2 choses, puisque Jean-Louis Jourdain, qui était exemplaire en prison, il était d'ailleurs devenu auxiliaire de prison, c'est les détenus en qui on a le plus confiance, qui réalisent plusieurs tâches et qui aident, tout simplement, qui travaillent en prison. Jean-Louis Jourdain est décédé. Il est décédé le 6 mars 2019. Quant à Jean-Michel, lui, eh bien, il est toujours en vie, et surtout, il est toujours le même. Et le problème, c'est que lui, il est libérable depuis 2019 parce qu'il est arrivé à bout de sa période de sûreté. Donc là, on est en 2021, bientôt 2022, qui nous dit que en 2025, en 2030, il soit remis en liberté. Je n'ai que peu de confiance dans le système judiciaire français et j'ose espérer que ça n'arrive pas. Vu son profil, je pense pas que ça va arriver, mais vraiment, on ne sait jamais. On a vu des affaires où les gens sont remis en liberté après leur période de sûreté, donc c'est quelque chose à suivre. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas le cas. Voilà les frères de l'horreur, les amis. Joyeux Noël. Je vous avais dit que l'ambiance serait un petit peu plombée. Laissez-moi en commentaire votre avis sur cette affaire. Vraiment, je serais curieux de vous lire et de débattre. Si jamais vous avez des informations supplémentaires, donnez-les. Encore une fois, je ne peux pas tout dire, sinon la vidéo durerait 6 heures. Cette affaire est assez importante en France, elle est assez connue, même si on en parle moins ces derniers temps. Elle a quand même plus de 24 ans maintenant, mais je sais qu'elle a marqué beaucoup de gens. Moi, en tout cas, elle m'a marqué. Et figurez-vous que les 2 mamans des 4 jeunes filles sont toutes les 2 décédées assez rapidement. Quoique non, il y en a une qui est décédée rapidement, l'autre en 2017, il me semble. Parce que j'imagine qu'elles sont mortes de douleur finalement. Comment vivre avec ça ? Comment vivre avec ça ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vos 2 filles, déjà qui sont décédées. Rien, le fait que votre enfant décède avant vous, rien que ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel et c'est un traumatisme qui, pour beaucoup, vous empêche de vivre et vous pousse au suicide. Mais en plus de savoir qu'elles sont décédées dans ces circonstances, imaginez la torture. Donc ces 2 mamans se sont bien battues, elles ont tenu au procès, elles ont obtenu la condamnation des frères Jourdain, mais voilà, elles sont décédées rapidement et j'espère malgré tout qu'elles reposent en paix, comme les 4 jeunes filles d'ailleurs.
Bref, voilà, je vais aller faire un petit tour, les amis, après cette histoire, mon Dieu. Voilà, je remercie une nouvelle fois Mad pour son intro. Laissez un like à la vidéo, c'est très important pour le référencement. Et abonnez-vous pour le futur de la chaîne, croyez-moi, c'est plus que nécessaire. Donc je remercie Mad pour son intro et pour la bannière. Je remercie Alex pour ses miniatures. Je vous remercie de suivre les vidéos. J'aime cette activité, j'aime ce métier. Du moins, j'aimerais que ça devienne mon métier principal de faire les vidéos. Je vous cache pas quand même que ça prend un petit coup sur le moral parfois parce que ce que vous voyez pas, c'est des jours et des jours de recherche. Là, par exemple, j'ai 8 pages de recherche. Je regarde tous les documentaires nécessaires pour ensuite écrire l'histoire, faire le tournage, faire le montage. Je m'imprègne réellement de l'histoire. Et le soir, quand je suis dans mon lit comme ça, et que j'entends un bruit, j'ai l'impression que c'est Jean-Louis Jourdain qui vient me hanter. Donc il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir se détacher. J'ai encore un peu de mal avec ça, mais je commence à y arriver. Et j'apprécie beaucoup vous raconter ces histoires, j'ai envie de dire vous divertir, même si c'est malheureux, mais au moins, disons, vous informer sur toutes ces affaires et passer un peu de temps avec vous. Voilà, joyeux Noël, les amis, profitez de vos proches, c'est le plus important. Moi, je vais fêter ça avec mes 2 parents, on sera que 3, quoique non, il y a un ami qui vient, je crois, mais voilà, on va profiter, je pense à ceux qui sont seuls, je suis avec vous, par la pensée, par cette vidéo, même si c'est pas l'ambiance au top, et j'espère que lors du prochain Noël, vous ne serez pas seuls. Les amis, prenez soin de vous, profitez, et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Guillaume, salut à tous.